Louer une voiture ou conduire aux États-Unis ou même au Royaume-Uni, c'est pas pareil, ça va pas être du même côté. Bon, bah, c'est le thème du cours qu'on a fait en direct sur l'espace membre ce lundi matin. Comme vous le savez, sur l'espace membre, en plus des formations par niveau et par problématique, voilà, qui sont disponibles, que vous pouvez suivre sur l'espace membre, on fait aussi 2 fois par mois des cours en direct qui sont plus interactifs. On peut échanger avec vous via le chat, etc. Bon, exceptionnellement, je me suis dit que j'allais également poster le replay ici sur la partie gratuite pour faire profiter aussi, faire découvrir à ceux qui veulent le genre de cours que l'on fait. Également, c'est un cours qui est de circonstance parce que les vacances approchent et peut-être que vous allez partir à l'étranger et devoir louer une voiture et ou conduire à l'étranger. Donc ça va vous aider. En plus, c'est un cours qu'on a réussi cette fois-ci à garder 45 minutes. Donc on s'est tenu voilà, à la durée qu'on voulait sans dépasser cette fois-ci. Et puis c'est aussi varié parce qu'on parle d'histoire, de culture, notamment sur l'histoire de la conduite à gauche. Et on voit également les panneaux de signalisation. D'ailleurs, vous pouvez télécharger des bonus qui vont avec cette conférence, à savoir les panneaux de signalisation au Royaume-Uni, également aux États-Unis, et le vocabulaire de la location de voiture. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez télécharger et imprimer ces bonus. Allez, sans plus attendre, je vous renvoie vers le replay de cette conférence. Bon cours. 10 h du matin, on change. Aujourd'hui, c'est le matin que l'on fait le cours en direct. Ça change un petit peu des cours à 19 h. Salut Ben, ça va? Hello Elbong, how are you? I'm fine today. Nice to have you, Ben, today. Bonjour à tous. Hello everyone. Nice to have you here. Bienvenue, c'est sympa de vous avoir ici. Hello Jean, hello Martine, good morning. Bonjour à tous. Nous allons faire un cours aujourd'hui sur un thème un petit peu de vacances, de voyage, parce qu'on approche de l'été et que c'est quelque chose qui est très utile. Et j'en sais quelque chose parce que ça m'est arrivé de louer une voiture en Angleterre et j'ai eu un petit problème, je pourrais vous raconter tout à l'heure. Voilà, donc en tout cas, voilà, le thème de la voiture et de la conduite en anglais aujourd'hui. Donc bonjour à tous, bonjour Catherine, Chantal, Patrick, Marie, hello, good morning, Colette, Gisèle, bonjour à tous, on est content de vous avoir. Donc je vais lancer le début de la présentation pour qu'on puisse commencer notre cours du jour. Alors le cours du jour, ça va durer comme d'habitude, 45 minutes à peu près. On va essayer de se tenir à 45 minutes pour pas que ce soit non plus trop long. Et le plan qu'on va suivre, ça va être le suivant. Donc on va faire d'abord conduire au Royaume-Uni, ensuite conduire aux États-Unis, et après on va entrer dans le vif du sujet avec la location de voiture, le vocabulaire et une mise en situation. Et à la fin, je vous citerai les bonus qu'il y aura à télécharger. Je vous enverrai ça de façon par email. Donc en bonus à télécharger pour la conférence d'aujourd'hui, si vous regardez le replay, ce sera sous la vidéo sur l'espace membre. Il y aura donc les panneaux routiers au Royaume-Uni, les panneaux routiers aux États-Unis et le vocabulaire essentiel pour louer une voiture. Donc c'est parti, on commence avec la conduite au Royaume-Uni. Hello Noria, welcome back, welcome here, welcome, nice to see you. Alors on commence, la conduite au Royaume-Uni, la première chose qu'on va se demander c'est la conduite à gauche, pourquoi? C'est toujours intéressant de se poser la question. Et surtout parce que ça nous fait revenir en arrière. Il y a des raisons historiques. Et donc du coup, voilà. Donc je pense que je vais laisser la parole à Ben pour ce sujet-là, qui connaît un petit peu mieux. Et puis peut-être que Ben, je sais pas si vous voulez qu'il nous le fasse en français ou en anglais. On peut peut-être tenter en anglais, comme ça va nous faire travailler un petit peu la compréhension. Et puis d'ailleurs, je vous poserai des questions de compréhension au fur et à mesure que Ben nous raconte cette histoire. Right, Ben. So, why do the British drive on the left? Well, a long time ago, before the age of cars, people used to get around on horses. When they rode their horse, they generally rode on the left-hand side of the road, or the track, as it was in those days. And most people, being right-handed, would carry their sword on the left-hand side of their body. So when they want to take it, they put the hand across like this and pull the sword like this. So this way they are ready to attack any enemy that came across the other side. Alors, est-ce que vous avez compris ce qu'a dit Ben là? En gros, si vous deviez résumer par écrit là dans le chat, quelle est la principale raison pour laquelle les gens avant l'âge des voitures, before the age of cars, a dit Ben, avant l'époque des voitures, on dit the age of cars,
quelle était la raison principale que Ben a souligné maintenant? Pourquoi il chevauchait en fait à gauche? D'ailleurs, au passage, c'est une leçon que vous pouvez retrouver dans Anglais base niveau 3. On a fait une petite leçon là-dessus. Donc on connaît déjà un peu le sujet avec Ben parce qu'on l'a déjà travaillé. Sylvie répond, désolé, je n'ai pas bien compris. Alors s'il y en a d'autres qui veulent essayer de voir, en gros c'est parce que les gens étaient souvent droitiers et s'ils devaient sortir their swords, a dit Ben, their swords, c'est leur épée, sortir leur épée, c'était plus facile de chevaucher à gauche, de sortir l'épée à droite et de faire face à l'opposant. Voilà, to attack the others, dit Mario Deal, pardon. Chantal dit, because of their swords, exactly. Maryse dit, because they could take their sword by their right hand. Exactement. On dirait peut-être plutôt with their right hand. Avec. Voilà. Avec une belle faute d'orthographe, dit Sylvie, c'est pas grave. Donc du coup, un autre mot que Ben a employé ici, c'est, alors il disait before the age of cars, avant l'époque des voitures. Il disait aussi people used to get around on horses. People used to get around on horses. Qu'est-ce que ça signifie, ça, Ben? Ça signifie se déplacer, se bouger en cheval. Je vous l'écris dans le chat. People used to get around on horses. To get around, ça veut dire voilà, se déplacer, être, se balader, etc. Oui, Ben. On pourra aussi dire on horseback. On horseback. Horseback, c'est à dos de cheval. Et horse, c'est sur le cheval. Voilà. Horseback, c'est plus précis, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Horseback, c'est un mot, c'est ça, hein? C'est un mot ou c'est deux mots? Un mot. C'est un seul mot, hein. C'est en un seul mot, hein. C'est bien ça. Et aussi, d'ailleurs, dans cette phrase que j'ai écrite dans le chat, là, people used to get around on horses ou on horseback. J'ai utilisé la formulation used to. Used to. On prononce presque pas le ED. On dit used to. Ou on le prononce même pas, en fait. People used to. Ça signifie que avant c'était le cas et maintenant ce n'est plus le cas. C'est une formulation, la fameuse formulation, courante used to. Et Chantal demande la question. Chantal pose la question. Oui, mais enfin, c'était pareil pour les combattants français. Ben, exactement. Je pense qu'en France, ils se déplaçaient aussi à gauche. Oui. Et donc, du coup, il y a bien un moment où on s'est mis à droite. So, Ben, maybe you could explain why, at some point, some people started to drive on the right. Okay. So after horses, we had carriages which were pulled by horses. And generally, people got on and got off the carriage from a hole that was cut in, or a door that was on the left side of the carriage. So it was to get on and off the carriage. You don't want to go into the middle of the road to get on. You start from the side of the road where there is no traffic, and then you get on. So these carriages actually, they still used to drive on the left, didn't they? Still on the left, yes. Still on the left. Donc, est-ce que vous avez compris ce qu'a dit Ben là? En fait, là, il parle d'une deuxième étape. On n'en est pas encore arrivé au point où certains pays vont conduire à droite. Ben décrit une deuxième étape où il y avait beaucoup. How would you translate carriages? Des wagons. Des wagons, hein, des wagons, on dirait en français, on dirait plutôt des charrettes, hein, des charrettes tirées par des chevaux. Et donc ces charrettes-là, en général, la porte d'entrée était située à gauche. Donc là, on suivait la tradition, en fait, enfin l'habitude plutôt on continuait toujours à conduire à gauche. So at some point, I guess some countries started driving on the right. But in fact, it was Napoleon who I'm not sure of this, but I think he might have been left-handed, gaucher. I'm not sure. But it was him who decided that he didn't want to be like the rest of the world, and he wanted everybody in France to drive on the left, on the right. Sorry. It would be interesting to know the actual reason. Was it really because he was left-handed, or did he have a good reason to do that? I am not sure. I read once it's just because Napoleon liked to do everything differently to everybody else. Maybe that might be the English point of view on this. Maybe. Bernard vient de nous rejoindre. Bonjour Bernard. It was Napoleon who changed this system in France. Voilà. Alors est-ce que vous avez compris quel a été
le point à partir duquel, enfin, quel était le personnage qui a fait que dans certains pays, on s'est mis à conduire à droite. Donc, je pense que vous l'avez tous compris. N'hésitez pas à dire dans le chat les réponses. Comme ça, on va pouvoir participer, voir si vous avez bien compris. Et selon Ben, quelle était la raison pour laquelle ce personnage a fait en sorte que a décrété qu'on allait conduire à droite? Paul, Patrick, Catherine, they all answer again Napoleon. This famous Napoleon. Exactly, c'était Napoléon. Alors d'après Ben, est-ce que vous avez compris la raison pour laquelle Napoléon aurait décrété qu'il fallait conduire à droite? What reason did Ben underline here? Because he was left-handed, answered Maryse. Oui, tout à fait, Maryse. Because he was left-handed. Alors, j'avoue que je suis pas certain que ce soit vraiment la vraie raison. Parce qu'il était gaucher, il a voulu que tout le monde conduise à droite. Et Ben, de son point de vue anglais, bien sûr, dit, bah voilà, parce que Napoléon voulait rien faire comme les autres. Et je pense que c'est rigolo de se dire ça, en tout cas. Mais pour faire le malin, dit Catherine, voilà, peut-être que c'était ça. Ce serait intéressant de creuser la question. J'avoue que je l'ai pas creusé moi, mais ce serait intéressant de savoir pourquoi lui, Napoléon, a décrété ça, parce que il était quand même très, on peut, enfin bref, je suis pas historien, mais je pense que Napoléon, il était aussi très structuré dans le code civil et tout ça, donc il avait peut-être des raisons de faire ça aussi. Ce serait intéressant de savoir si, oui, il avait une bonne raison ou pas. Allez, on va continuer. Voilà. Thanks Ben for this small cultural point. Et donc, juste pour continuer vite à fait sur ça, il y a plusieurs pays dans le monde aujourd'hui qui conduisent comme nous en Angleterre sur la gauche. En gros, c'est à part les pays anglophones, les pays comme l'Inde et le Japon, ça c'est à cause des chemins de fer. Et c'était les Britanniques justement qui ont conduit les chemins de fer dans ces pays-là. Donc c'était un peu la même histoire, on montait et descendait côté gauche des wagons des trains. Ah oui, en fait les trains ont suivi l'habitude des routes et donc du coup voilà. Là où la Grande-Bretagne a construit le réseau de chemin de fer, bah, du coup les routes ça a été dans l'autre sens, les routes ont suivi. Voilà, ils ont suivi. Au Japon. Voilà. Allez, on va passer donc on est toujours dans la partie conduire au Royaume-Uni là maintenant. Et maintenant, après avoir fait un petit peu l'historique de la conduite à gauche, parce que c'est intéressant, on va faire la partie sur les panneaux de signalisation fréquents. J'ai voulu faire cette partie-là parce que voilà, comme on est un peu là, on est en juin, certains d'entre vous vont peut-être partir en vacances et peut-être que certains d'entre vous vont conduire. Donc ça peut être important quand même de connaître les panneaux parce que voilà, c'est quand même la sécurité routière, donc on ne sait jamais. Et d'ailleurs, je vous enverrai un document PDF avec tous les panneaux, avec beaucoup plus de panneaux que ce qu'on va voir maintenant. Maintenant, on va juste voir ceux qui sont, on va dire, vraiment différents des panneaux français, ou alors où il y a des différences à souligner qui sont intéressantes. Donc, je commence avec le premier, le fameux céder le passage. Vous avez le mot anglais qui diffère du mot américain. Vous allez voir tout à l'heure, on va voir la même pour l'américain, c'est pas la même chose. Give way. Voilà, give way, ça veut dire donner le chemin, donner le passage, c'est-à-dire littéralement céder le passage. Voilà. Donc celui-là, il est important à connaître, give way. Ensuite, les limitations de vitesse. Alors les limitations de vitesse au Royaume-Uni, si vous louez une voiture, vous n'aurez pas de problème parce que le compteur sera dans la bonne unité. Et bien entendu, on va revenir sur les équivalences entre les km/h et les miles per hour. Miles per hour. Je rappelle que le H de hour, c'est un des rares H en anglais qui est un H muet. Donc on dit an hour, on ne prononce pas le H. Et 1 mile per hour, ça fait 1,609 km/h. Donc j'ai arrondi à 1,61. Et donc 70 miles per hour, ça fait du 112, plus de 112 km/h, 112,75, 70 miles per hour. Donc c'est quasiment de la vitesse d'autoroute. Donc quand on voit ça, on a l'impression que c'est pas très rapide, mais c'est quasiment de la vitesse d'autoroute. Donc voilà. C'est la vitesse maximale sur l'autoroute en Angleterre. 70 miles per hour. Et donc, faut éviter de faire du 70 km/h si vous êtes avec votre voiture française. Parce que 70 km/h sur une autoroute. 43 miles. 43 miles per hour. Ouais. So that's too slow. Ouais, vous allez vous faire arrêter si vous conduisez à 43 miles sur l'autoroute. Exactement. Alors, je regarde le chat au passage, je vois Bernard qui a dit aux USA, c'est yield. Tout à fait, Bernard. On va voir ça tout à l'heure. Bien joué, Bernard. Je le savais déjà. Alors, on va voir quelques autres panneaux maintenant. Donc, bien sûr, j'ai résumé parce que si on fait tous les panneaux, on va passer toute l'heure dessus. Donc là, le premier en haut à gauche,
C'est des panneaux souvent quand il y a des choses qui doivent attirer notre attention de manière temporaire. Par exemple ici des travaux. Et souvent c'est accompagné d'indications en texte. Donc là, par exemple, vous voyez ce panneau en haut à gauche, delays possible until March the 8th. Ça signifie que il va y avoir des delays, c'est-à-dire pas des délais, mais des ralentissements, du fait que ça peut être ralenti jusqu'au 8 mars et ce sur une distance d'1 mile. Donc 1 mile, encore une fois, 1,609 km. Le panneau en haut à droite, c'est pas le même qu'en France, mais bon, il est quand même assez universel, je pense qu'on le comprend. Je sais pas si c'est si vous doutez ce que c'est, mais c'est tout simplement un avertissement qu'il y a des radars. Et d'ailleurs, Ben, ces panneaux-là, ils sont indiqués avant le radar, comme c'est le cas en France, ou ils sont indiqués juste au moment où il y a le radar? Non, normalement, ils sont juste avant, comme en France. Juste avant. Donc on a le temps quand on le voit, on a le temps de ralentir, de le savoir. Ouais, voilà. Mathieu avait répondu radar, donc bien joué Mathieu, ouais, c'est ça tout à fait. Alors en bas à gauche, on a un panneau spécial que vous allez voir peut-être plutôt juste à la campagne, j'imagine, qui est pas très fréquent. Ouais. Ouais, the no through road, ça se trouve plutôt en campagne en Angleterre. Si on le voit en ville, ça sera marqué plutôt dead end. Dead end. Donc vous l'avez compris, c'est l'équivalent du français cul-de-sac. D'ailleurs, le panneau cul-de-sac en français, il existe aussi sur la route en Angleterre, au Royaume-Uni, pardon. Et donc voilà, mais des fois vous allez voir no through road et c'est la même chose. Et voilà, dead end. Et dead end, c'est la traduction de cul-de-sac. Dead end, on va l'écrire. Je vais vous l'écrire. C'est avec un tiret, c'est ça, Ben. Dead end, voilà, comme ça. Ouais, c'est ça. Et le panneau, alors j'enlève ma caméra 2 secondes que vous voyez le panneau en bas à droite. Voilà, c'est le type de panneau. Il y a l'explication en texte. Donc stop when lights show. Donc arrêtez-vous quand les lumières littéralement sont montrées, mais bon, arrêtez-vous quand les lumières s'allument. Et c'est ce qu'on va voir par exemple sur les passages à niveau ou sur les endroits où ça peut être dangereux, etc. Il faut s'arrêter. Il y a un train qui va passer ou quelque chose comme ça. Voilà pour ces panneaux. Je vous rappelle que je vais vous envoyer un récapitulatif avec une liste avec beaucoup plus de panneaux que vous pourrez imprimer si vous voulez. Je vous l'enverrai par mail et je la mettrai aussi sous la vidéo dans la page de replay de cette conférence. Allez, on passe dans la deuxième partie sur 3, conduire aux États-Unis. Donc je vous rappelle, on va faire conduire aux États-Unis et après on va faire la location de voiture. Donc le cours d'anglais vraiment proprement dit. Conduire aux États-Unis. Donc aux États-Unis, la conduite c'est à droite. Donc là-dessus, pas d'historique à faire. Enfin, quoi que ce serait intéressant de savoir pourquoi les Américains conduisent à droite, même si là j'ai pas fait de recherche là-dessus. C'est comme en France la conduite et il y a voilà, c'est pour le coup là c'est plus simple. Alors quelques particularités. Attention au feu rouge. Moi, c'est quelque chose qui m'avait frappé quand j'étais allé aux États-Unis. J'ai conduit là-bas, enfin ça m'est arrivé. Et donc là-bas, vous allez voir les feux rouges. Les carrefours sont souvent assez grands, assez larges. Et les feux rouges, en fait, on voit le feu qui est de l'autre côté du carrefour. Quand on arrive, il y a une ligne blanche qui nous dit l'endroit où il faut s'arrêter. De mémoire, c'est bien une ligne blanche. Et le feu, il est de l'autre côté du carrefour. C'est pas comme en France où il faut s'arrêter pile au niveau du feu. Et en général, les feux, ils sont au-dessus du carrefour. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, j'aurais pu mettre une photo. Et on voit souvent les feux qui sont suspendus au-dessus de la route comme ça. Donc ça arrive souvent, voilà, on voit le feu de l'autre côté du carrefour, mais il faut vraiment s'arrêter au début du carrefour avant l'intersection. Bon, voilà, Bernard dit les feux rouges sont placés après le carrefour. Exactement, Bernard, c'est ça. Ils sont passés après le carrefour. Donc c'est une fois qu'on s'y est fait, c'est vraiment tout naturel, mais la première fois, faut s'y faire, quoi. Bernard a l'air de bien connaître les States. Les States. Bernard, il nous dit, pour information aux USA, sur 5000 miles, 5000 miles, pas un radar. D'accord, donc il y a pas de radar aux États-Unis. Il me semblait qu'il y en avait des radars aux États-Unis. Je crois qu'ils utilisent plutôt des radars portatifs. Ah, des radars portatifs. C'est les voitures de police plutôt. D'accord, excellent. Et en Thaïlande aussi. Alain, il habite en Thaïlande. Ah oui, Alain, c'est super. Vous pouvez nous joindre. Il y a moins de décalage horaire quand on a 10h du matin. Et donc du coup, Alain à chaque fois regarde les replays. Donc, et du coup, en Thaïlande aussi, donc les feux rouges sont placés après le carrefour. Intéressant de savoir. Alors ensuite, là, une des particularités aux États-Unis, c'est que quasiment toutes les voitures, sont des boîtes automatiques. Donc les boîtes automatiques. Donc vous n'allez pas demander une boîte automatique ou une boîte manuelle. Quand vous allez louer une voiture, ça va être obligatoirement une boîte automatique.
Et donc, j'ai pensé faire un petit résumé, bon, bah, voilà, des lettres qu'on voit sur les boîtes automatiques. Voilà, parce que peut-être vous n'êtes pas habitué, on s'y fait très vite, hein, aux boîtes automatiques. Et d'ailleurs, une deuxième particularité, c'est que aux États-Unis, quasiment toutes les voitures sont à l'essence et pas au diesel. Donc, il y a très très peu de diesel là-bas. C'est très très rare de voir du diesel. Toutes les voitures, je sais pas, 95, 96%, j'en sais rien, dans cet ordre-là, roulent à l'essence. Voilà. L'essence est moins chère là-bas aussi. Alors, les 4 lettres qu'on voit sur la boîte de vitesse, ça va être le P de parking, qui va bloquer également le frein à main. Ensuite, le R de reverse. Donc, est-ce que reverse, j'imagine que vous comprenez ce que ça veut dire, c'est marche arrière. N, c'est neutral, c'est-à-dire point neutre, point mort. Et D, c'est drive, c'est tout simplement pour aller en marche avant. Après, il y a des boîtes automatiques qui vont être un peu différentes, où on va avoir peut-être une position pour rester en première, pour accélérer fort ou des choses comme ça. Mais bon, là, j'ai fait la base. Et donc, moi, au début, je me demandais, mais quelle est la différence entre P de parking et N de neutral? Qu'est-ce que c'est la différence entre parking et point mort? Parking, apparemment, c'est que ça bloque également le frein à main. Voilà. Voilà. J'ai dû rechercher parce que de mémoire, je me souvenais plus. Ici en France, moi, j'ai une boîte manuelle, donc je ne me souvenais plus. Voilà. Et autre particularité, Bernard peut-être pourra nous dire aussi Bernard, vous habitez aux États-Unis, peut-être, c'est ça? Particularité aussi aux États-Unis, c'est les contrôles de police. Donc, si jamais vous avez un contrôle de police, en fait, on voit très bien la scène de film où il y a la police toute sirène hurlante avec les flashing blue lights, les gyrophares qui sont allumés, si là ça vous arrive, il faut simplement tout de suite s'arrêter sur le bas-côté. Et à ce moment-là, nous Français, on aurait tendance à vouloir descendre du véhicule ou dire excusez-moi machin. Il faut pas faire ça aux États-Unis. C'est vraiment, ils rigolent pas les policiers là-bas. Il faut rester assis dans son véhicule et ouvrir la vitre et mettre ses mains bien en apparence. Et voilà, c'est comme ça. Il faut le savoir. On reste assis dans le véhicule. Ah oui, Bernard était juste en vacances pendant 5 semaines. Ouais, d'accord. Donc on reste assis dans le véhicule si on a un contrôle de police et on ouvre la fenêtre et on attend que l'officier de police vienne nous parler et on ne descend pas. Voilà, à savoir. Parce que si on descend, les policiers ils peuvent tout de suite dire arrêtez-vous de s'énerver quoi. Il va sortir son arme. Bon, enfin en général ils sont sympas quand même, mais bon c'est à savoir quoi. Et voilà donc pour les petites particularités que je voulais souligner aujourd'hui. Donc maintenant, on va voir la même partie sur les panneaux de signalisation, mais aux États-Unis cette fois-ci. Martine arrive à l'instant. Pas de souci, Martine. Vous pourrez voir le replay du début. On avait fait un petit historique sur la conduite au Royaume-Uni. Et là, on est dans la conduite aux États-Unis. Donc, comme tout à l'heure, on va juste voir quelques panneaux de signalisation et je vous donnerai la liste complète à télécharger en PDF. Donc voilà, yield, ça signifie céder le passage. C'est pas comme en Angleterre où il y a écrit give way. Ensuite, vous allez voir souvent les panneaux stop, donc là on comprend parfaitement, mais en dessous du panneau stop, vous allez voir four way, c'est-à-dire 4 intersections, 4 chemins littéralement, hein, mais c'est 4 intersections. Et donc, pourquoi je veux souligner ça? Parce qu'en fait, aux États-Unis, ils ont très très peu de ronds-points. Bernard, qui a passé 5 semaines, qui a conduit 5000 miles aux États-Unis, il va peut-être pouvoir nous le confirmer. Bon, il y en a des ronds-points, mais il y en a assez peu en comparaison de la France, par exemple. Et il y a énormément de carrefours à 4 voies comme ça. Et donc, en fait, il y a une règle précise à savoir, c'est que quand il y a un carrefour comme ça à 4 voies avec 4 stops, du coup, les fameux stop four way, il y a des règles à savoir. Et en gros, la règle, c'est le premier arrivé, c'est lui qui a la priorité. Donc là, vous voyez sur l'image, la voiture à droite, right of way, c'est lui qui a la priorité, parce que la voiture à gauche, elle n'est pas encore arrivée. Il y a un petit écart encore. Donc, c'est le premier arrivé, premier passage. Et si jamais les deux voitures arrivent en même temps, à ce compte-là, on fait priorité à droite. Voilà. C'est ça, Bernard nous dit, c'est le premier qui arrive au stop qui passe. C'est ça, voilà. Donc, faut le savoir au début, parce que si jamais vous faites comme en France, celui qui a la priorité à droite, vous l'attendez, et en fait, vous êtes arrivé le premier, l'Américain, il va vous dire, allez-y, parce que c'est à vous d'y aller. Voilà, donc il y a énormément de ces carrefours-là aux États-Unis. Voilà, donc pour les particularités, comme je disais tout à l'heure, je vous enverrai la liste des panneaux de signalisation routière aux États-Unis. Alors maintenant, on va écouter un petit peu Ben. On va passer dans le cours d'anglais proprement dit. On va faire ça pendant une petite vingtaine de minutes. On va se prendre d'abord 5-6 minutes, peut-être 7 minutes, pour écouter le vocabulaire avec Ben. Encore une fois, ce vocabulaire, on va le voir rapidement maintenant, mais je vous enverrai 2 listes à télécharger, une liste spécifique sur la location et une liste spécifique sur le vocabulaire. Et là, aujourd'hui, on vous fait un petit résumé. Patrick demande au Royaume-Uni priorité à gauche.
Juste avant qu'on commence, Ben, tu veux répondre? Au Royaume-Uni, c'est priorité à droite ou priorité à gauche? Priorité à gauche. À gauche, oui. Oui, c'est ça. Pardon, je suis parti dans deux ça. directions en même temps. Excuse-moi. Alors, louer une voiture. On va commencer par écouter la liste de vocabulaire avec Ben. Et puis ensuite, on fera la conversation et il y aura des questions de compréhension au milieu de la conversation. Donc, c'est parti pour le vocabulaire. À toi, Ben. Alors, donc, ceci, c'est le vocabulaire plutôt lié à la voiture directement. Donc, on a automatic transmission, c'est la transmission automatique, ou bien un manual transmission, donc c'est la transmission manuelle. Le GPS ou SatNav, c'est le GPS. Petrol, c'est essence. Unleaded petrol, c'est l'essence sans plomb. Le diesel. Allez-y, Oui, Bernard nous disait qu'aux États-Unis, l'essence c'était du regular. Ça te dit quelque chose aux États-Unis, on dit regular pour l'essence? On dit pas unleaded? C'est pas une question de qualité de l'essence? Peut-être, je sais pas. Je suis pas 100% au courant de Je suis quasi sûr que le unleaded, qu'on dit unleaded, c'est le sans plomb au Royaume-Uni, ça j'en suis sûr. Et Oui, je pense que ça correspond au. Enfin, c'est sûr qu'aux États-Unis, il y a du sans-plomb pareil, 95 pareil, c'est la même essence. donc l'essence normale, c'est ça? C'est ça, c'est l'essence, ouais, ça doit être là. Ouais. Bon, à confirmer, j'irai faire des recherches là-dessus. Je me souviens plus. Ouais, voilà, Bernard, il t'a répondu, ouais. Ah, c'est une question de qualité. Ah oui, d'accord, c'est une question de qualité. D'accord. Bon, le diesel, c'est le diesel ou le gasoil. Le clutch, c'est l'embrayage. Le brake, le frein. To brake, freiner. The accelerator, c'est l'accélérateur. The handbrake, c'est le frein à main. Gear ou gears, c'est les vitesses. You have a reverse gear, first gear, second gear, donc c'est marche arrière, première, seconde, etc. The gear lever ou le gear shift, comme on dit aux États-Unis, c'est le levier de vitesse. Le steering wheel, c'est le volant. Je vais juste ajouter un autre qui est pas là, c'est les bumpers. Le bumper, c'est le pare-choc de la voiture. Ensuite, on a the boot, qui est le coffre. Aux États-Unis, on dit trunk. Headlights, c'est les phares. Les indicators, c'est les clignotants. The hazard warning lights, or just hazards, c'est les feux de détresse. The windscreen, ou le windshield aux États-Unis, c'est le pare-brise. And the windscreen wipers, c'est les essuie-glaces. Est-ce qu'on peut dire aussi tout simplement wipers? Oui, on peut dire juste wipers, ouais. On peut dire juste wipers pour les essuie-glaces. On dira plus souvent wipers tout simplement ou windscreen wipers? Non, on dirait wipers, c'est beaucoup plus court. Windscreen wipers, c'est trop long. Ok. Et je vois que Bernard, il a mis un bump. C'est un ralentisseur, un dodan. Nous, en Angleterre, on appelle ça a sleeping policeman, qui est une image un peu drôle, un policier un peu costaud, un peu trapu, on va dire, qui a mangé trop de beignets, qui s'est allongé dans la rue pour faire ralentir les voitures. A speed bump ou sleeping policeman. C'est un ralentisseur ou dodan. Okay. Hello Nicole. Nicole vient de nous rejoindre, un peu en retard, pas de souci Nicole. Donc vous pourrez revoir le replay. Alors on continue. Après avoir vu ce vocabulaire de la voiture, on va voir maintenant le vocabulaire de la location de voiture. Et après on va passer à la compréhension avec la mise en situation avec une conversation. Okay, so to rent a car or hire a car, c'est de louer une voiture. The driving license ou driver's license, c'est le permis de conduire. An additional driver, c'est un conducteur supplémentaire. Unlimited mileage, c'est un kilométrage illimité.
A collision damage waiver. C'est la protection contre les dommages suite à une collision. A pick-up date, c'est la date de départ. En gros, to pick up, ça veut dire aller chercher ou récupérer. En contrepartie, the drop-off date, the return date, c'est la date de retour. To drop off, ça veut dire déposer. I booked or I reserved a car online last week. Here's the confirmation. J'ai réservé une voiture en ligne la semaine dernière. Voici la confirmation. Alban, tu voulais dire un truc? Oui, je voulais souligner que vous avez remarqué pick-up date et drop-off date. Pour les mots pick-up et drop-off, il y a un tiret. En anglais, on va souvent mettre un tiret quand un phrasal verb, un verbe composé, est transformé en nom. Donc ici, c'est la date de départ pick-up date et la date de retour drop-off date, on met un tiret. Mais quand c'est le verbe, vous voyez à la suite to pick-up ou to drop-off, on enlève le tiret. Voilà, c'était juste pour faire ce petit point. Et le dernier, c'est the security deposit. C'est la caution. Donc voilà pour je vais le remettre un peu à l'écran si on veut continuer à lire. Donc voilà pour le vocabulaire de la location et de la voiture en général. Donc bon, on a fait un résumé bien entendu, hein, parce qu'il y en a plus. Voilà, quand vous allez sortir votre carte de crédit pour payer la caution, ben voilà, on va vous demander the deposit. Voilà, donc ça c'est le genre de vocabulaire qui est utile. Alors on va faire maintenant une petite conversation et qu'on a divisé en 3 parties, et entre chaque partie, on va vous poser des questions de compréhension. Donc à vos claviers, vous allez pouvoir nous dire si vous avez bien compris les différentes parties de la conversation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un espèce de jeu de rôle dans lequel moi je suis le client français et Ben il est dans le magasin de location de voitures et je vais essayer de lui louer une voiture. Donc c'est parti. Allez, les acteurs reviennent. Attention, c'est parti. Hollywood. Hello, good morning. Hello, sir. What can I do for you? Well, we booked a car online. Here is the confirmation. Thank you. Let me see. Okay, well, I need your driving license and your ID, please. Of course. Yeah, let me check. Here's the ID and here my driver's license. Thank you. Just a minute. I just need to make a copy of these. Okay, perfect. Thank you. Here you go. Et voilà pour la première partie de la conversation. Alors la question qu'on vous pose, c'est que me demande Ben? Quels sont les 2 documents que me demande Ben? Et ensuite, une fois qu'il me les a demandés, il me dit juste une minute, qu'est-ce qu'il va faire avec ces documents? Alors, on attend les réponses. On vous laisse prendre le temps d'écrire un petit peu. Et ça, c'est vraiment typique, hein. D'ailleurs, j'aurais pu sortir la liste des documents qui sont demandés. En général, on demande vraiment la confirmation de la réservation en ligne, hein. Donc, il faut avoir le papier avec la réservation, il faut toujours l'imprimer. Et ensuite, Ben me demande carte d'identité et permis de conduire, puis photocopie. Exactement, Mathieu, c'est ça. Martine, le permis de conduire, il va photocopier les papiers. Tout à fait. Il y avait aussi, en plus du permis de conduire, the ID. Patrick, driving license and CNI. Ah oui, carte nationale d'identité. CNI, in English, we will say ID. ID card or ID. Bravo à tous, je vois que quasiment tout le monde a compris. Donc vous avez bien mis dans le chat, on voit bien que tout le monde a compris ID. On avait ID, c'est les acronymes de Identity Document. Et donc, c'est ça, hein, le D, c'est document, hein, je crois. Et oui. Il faut savoir en Angleterre, parce que vu qu'on a pas une carte d'identité en Angleterre, souvent quand vous allez louer une voiture, il va vous demander, si vous êtes anglais, ils vous demanderont que le permis de conduire. Par contre, si vous êtes étranger, il va vous demander le permis plus votre passeport. D'accord. Oh, mais je pense que la carte nationale d'identité française, elle est acceptée quand même, il me semble. Hein. Moi, j'ai déjà loué avec juste la carte d'identité. Mathieu demande comment on écrit ID en mots complets. Bah déjà, ça s'écrit vraiment très rarement, hein, mais en gros, c'est identification.
Je le mets dans le texte. Ok, vas-y. Et le D, c'est document, c'est ça, hein? Non, rien à voir. Le ID, c'est les deux premières lettres de identification. Ah, Identification. d'accord. Je En crois que fait, c'était identification document. c'est ID card. Donc, identification card. Ok. Donc ID, donc vous vous souvenez la conférence sur la prononciation qu'on avait faite avec Sandra. Sandra parlait du mot ID et elle disait que c'était différent en prononciation de ce mot-là, le deuxième. Donc le deuxième, si on vous demande si vous avez une idée en anglais, vous allez dire idea. Donc vous entendez le petit E à la fin. Et parce que je souligne, parce que c'est arrivé une fois que en Angleterre, j'avais un ami français, la dame lui demande Please, do you have an ID? Et il a cru qu'elle lui demandait est-ce que vous avez une idée? Et il répond bah non, j'ai pas, I have no ID, no. Donc ne pas confondre ID et idea, c'est pas la même chose. Bon, bravo à tous, vous avez tous compris. Donc on va reprendre la suite de la conversation. Donc c'est la même conversation, hein, c'est juste la deuxième partie et ensuite une nouvelle question de compréhension. Allez, c'est parti les acteurs d'Hollywood. Okay, now I'll need your credit card for the deposit, please. Okay. Yeah. Here it is. How much is the deposit, please? It's £800, Oh. but we don't actually charge your card. We just ask for an authorization in case we need it. Okay. Alors, question de compréhension. Quel est le montant de la caution? Est-ce que vous avez entendu quel est le montant de la caution qui est demandé? Alors, j'ai mis un montant. Je suis pas certain que ce soit le genre de montant qui est demandé, mais il me semble que c'est à peu près, c'est souvent des montants comme ça, quoi. Donc, quel est le montant de la caution? Ange, elle est de 800 pounds, exactly. 800, tout à fait. Bon, bravo Jean, Catherine, Nicole, Sylviane, Martine, Paul, Mathieu, tout le monde, quasiment tout le monde a eu juste. Bon, ben, parfait. Bien sûr. Ok, parfait. Bon, ben, super. Bon, on va passer maintenant à la troisième partie du dialogue. Antoine, 800 livres, exactement. 800 pounds. Bernard, Antoine, exactement, c'est ça. Alors, petite remarque là, je vais faire quand même une petite pause. Là, moi, ça m'est arrivé en Angleterre de louer une voiture avec une carte française. Donc, j'arrive, je sors ma carte et je loue la voiture, tout va bien, nickel. Je crois que c'était chez Rent a Car ou un truc comme ça. Et donc, ça s'était passé super. Et quelques années plus tard, donc là, c'était en octobre dernier, la même chose, je vais pour louer une voiture en Angleterre et je sors ma carte de crédit française et ça n'a pas fonctionné. Et pourquoi? Parce que sur ma carte de crédit française, c'était une carte de débit. Donc, il y avait écrit sur les cartes, si vous regardez votre carte française, nous on appelle ça des cartes de crédit ou des cartes bancaires, enfin voilà, pour nous, moi j'ai toujours cru que c'était une carte de crédit, ma carte, je m'étais pas posé la question. Et en fait, si vous regardez bien votre carte, sur la face, avant, il y a écrit débit en petit. Et pour louer une voiture, maintenant, de plus en plus, ils vont demander, voilà, Bernard le confirme, une carte de crédit. Et en fait, je le savais pas parce que moi, j'avais déjà réussi à louer une voiture avec ma carte française, donc je me t'ai pas posé la question. Et en fait, j'ai dû payer 111 livres en plus. Au moment même, hein, j'avais pas le choix, voilà, 111 livres en plus pour l'assurance. Et Martine demande, is insurance included in the price? Usually, I think it is. Sometimes there's a supplement, but it depends. Et là, du coup, moi, j'ai dû payer moi-même l'assurance de 111 livres parce que s'il arrivait quelque chose à la voiture, c'était l'assurance qui allait couvrir les frais parce qu'ils pouvaient pas prendre le dépôt sur ma carte de crédit. Donc, j'ai dû payer l'assurance. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ils me proposaient 2 forfaits d'assurance. Un forfait à 111 livres qui couvrait toute la voiture sauf les pneus et un forfait à 135 livres qui couvrait toute la voiture plus les pneus. Et j'ai pris celui à 111 et j'ai crevé un pneu. Donc c'était vraiment pas de bol. Et vraiment, si j'avais su, j'aurais dit ah mince. Et en plus, j'ai crevé un pneu sur la route en Angleterre. Et du coup, j'ai dû appeler le réparateur, faire venir un réparateur pour changer le pneu, etc. sur la route en Angleterre et tout. Et ça m'avait coûté 125 livres en plus. Donc la location de voiture qui avait coûté cher finalement. Voilà. Et Bernard explique, voilà, la carte de crédit permet les débits des sommes en M+1. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire que le débit, il est le mois d'après. Donc, oui, Ben?
Est-ce que, parce qu'en France, vous avez des cartes qui ont et le comptant et le crédit. Ça marche pas avec ça? Peut-être que C'est si. une option sur la même carte. Ah, bah, si c'est le cas, ça doit marcher. Si, ça doit marcher, hein, je pense. Hein. Voilà, parce que c'est vrai que nous, en France, les commerçants, parfois, ils font une empreinte sur la carte bancaire. Et donc, ils font l'empreinte, mais même avec une carte de débit, ça marche. Mais bon, là-bas, non. Ou alors, pas toujours. Donc, renseignez-vous. Si vous demandez, si vous n'avez pas de carte de crédit, vous pouvez demander Will my debit card be accepted? Ou comme ça. Vous pouvez poser la question avant, appeler, enfin, vous renseigner. Allez, on continue avec la troisième partie de la conversation, la petite conversation. Et ensuite, voilà, on va revenir sur la totalité de la conversation. Peut-être on la refera de manière plus rapide. Part 3. All right. Perfect. Now I'll just need you to fill out this form. Sign here and you can take the keys. Okay. Do we not have to go around the vehicle and check that everything is okay with the vehicle? Yes, I will come out and we will check the vehicle together. Okay. All right. There you go. Perfect. So this is good for me. And I will just give you the keys and wish you a lovely day. Thanks. Bye bye. Alors, donc, est-ce que vous avez bien compris cette conversation? La question, c'est qu'est-ce que je demande à Ben juste avant de signer en bas du formulaire? Qu'est-ce que je demande à Ben juste avant de signer en bas du formulaire? Alors d'ailleurs, on a improvisé parce que c'était pas le dialogue qu'on avait écrit. On l'a refait un peu, mais en gros, c'est ce qui se passe. J'avais pas le bon devant moi. Ah, t'avais pas le bon texte. D'accord. Ouais, c'est pas grave, mais ça fait un dialogue aussi. Qu'est-ce que je demande à Ben juste avant de signer en bas du formulaire? Maryse répond de faire le tour de la voiture. Check around the car, check the car, contrôle du véhicule. Oui, exactement, vérifier l'état du véhicule. Tout à fait. Donc en général, il y a go around the car, dit Jean. Tout à fait, un petit tour de vérification. Voilà. Donc en général, c'est ce qu'on fait. On fait un petit tour de vérification. Parce que le formulaire, en fait, en gros, en général, les formulaires des voitures, il y a l'état de la voiture et puis on coche toutes les cases, ça va bien, et on signe en bas, quoi. Voilà. Donc l'état de l'auto, check the car, regarder le véhicule. Exactement, c'est ça. Bon, ben je vous propose de on va refaire avec Ben l'ensemble du dialogue, et cette fois-ci, Ben, tu vas parler comme si tu parlais en anglais, c'est-à-dire rapidement, okay. D'accord? Et ensuite, on va lire le texte ensemble pour revenir en détail sur chacune des phrases. Hello, good morning. Tu peux l'afficher sur l'écran, Alban? Oui, tu l'as pas le texte, toi? Ben, j'ai pas le troisième, en fait. C'est ça le problème. D'accord. Ben, on fait les deux premiers et après j'affiche pour le troisième. Comme ça permet aux élèves de faire de la compréhension. D'accord. On commence? Allez, c'est parti. Hello, good morning. Hello, sir. What can I do for you? Well, we booked a car online and here's the confirmation. Thank you. Let me see. Well, I'll need your driving license and your ID, please. Of course. Here they are. Thank you. Just a minute. I'll need to make a copy of these. Okay, perfect. Here you go. Thank you. Now, I'll need your credit card for the deposit, please. Yes, of course. Here it is. Just how much is the deposit, please? The deposit is £800, but we don't actually charge your card. We just ask for an authorization in case we need it. Oh, okay. Et là, c'est à l'écran. Now, I'll just need you to fill out this form and sign at the bottom. We will then walk around the car together to check that everything is okay before you set off. Okay. All right. Everything seems good to me. Good. So here are the keys, and I wish you a safe journey. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, sir. Voilà donc pour le vocabulaire. Donc vous l'avez là sous vos yeux. Donc, vous pouvez voir chaque phrase qu'on a dit. Et on a quelques questions en même temps. Ange demande I've just got a question. Can I rent a car if I'm a beginner
to my driving license. Donc, qui veut dire if I have a beginner's driving license. En Angleterre, si je me trompe pas, il faut avoir 25 ans et au moins 3 ans de permis. Ouais. Et je me demande si c'est pas la même chose en France d'ailleurs. Martine demande, est-ce qu'on peut dire I can rent a car? On peut dire grammatiquement, oui, I can rent a car. Mais ça veut dire, je peux louer une voiture. Donc, c'est pas le genre, c'est pas vraiment une question, c'est pas quelque chose qu'on dira à un agent de magasin de location de voiture. On dirait plutôt, I would like to rent a car. Ouais, j'aimerais louer une voiture. To rent, to hire, car hiring, on peut dire aussi, louer une voiture. Des fois, on voit dans les aéroports, on peut voir rent a car ou on peut voir aussi car hire. Car hire. To hire, ça peut vouloir dire embaucher dans une entreprise, mais aussi louer une voiture. Voilà. Ange dit, voilà, en France, c'est la même exception, voilà. Et Bernard écrit, I would like to rent a car. Exactly, Bernard. Thank you. Donc voilà pour ce petit cours d'aujourd'hui, 45 minutes. Voilà, on a bien tenu le timing encore, c'est super. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme d'habitude, on va poster le replay dans l'espace membre, donc je pense que je le ferai d'ici demain. Et puis je vais vous envoyer par email les documents téléchargés. Donc vous aurez le vocabulaire et les panneaux de signalisation. Et puis vous pourrez retrouver voilà le détail de ce dialogue et ces documents téléchargés sur la page de replay de la conférence. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut encore rester 2-3 minutes pour les questions. Et en tout cas, voilà, merci à tous d'avoir été présents. Donc c'est super. Des fois, en général, je pense que quand on fait les conférences le soir, il y a un petit peu plus de monde. Mais bon, c'est quand même bien aussi de les faire de temps en temps le matin. Et la prochaine conférence sera avec Sandra. Si je ne me trompe pas, ce sera le 24 juin. Mais je vous confirmerai ça de toute façon quelques jours avant, comme d'habitude. Thank you very much, Ben. If you would like to add something. Thank you everybody for being here. And we will see you all again very soon. Thank you, Ben. Bye-bye, everyone.